pouvais voyager à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde, il te faudrait plus de 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche de notre Soleil. Mais voici ce qui devrait te terrifier. Cette étoile, Proxima du Centaure, n'est qu'à 40 000 milliards de kilomètres de nous. Et notre galaxie en contient plus de 200 milliards d'autres. Tu n'es pas petit. Tu es infiniment plus insignifiant que tout ce que tu as jamais imaginé. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage que très peu de personnes ont véritablement compris. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce que notre cerveau refuse littéralement d'accepter ce que les chiffres nous révèlent. Nous allons partir de cette planète bleue que tu appelles maison, et nous allons nous éloigner, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à atteindre les confins de ce que nous pouvons observer. Et à chaque étape, tu vas réaliser que ce que tu pensais comprendre n'était qu'une illusion confortable. 3 mystères vont se révéler à toi au cours de ce voyage. Le premier, pourquoi notre cerveau est-il physiquement incapable de concevoir les distances cosmiques réelles? Et comment cette incapacité pourrait être une forme de protection évolutive contre la folie? Le deuxième, comment des structures cosmiques si vastes qu'elles défient les lois de la physique peuvent exister? Des murs de galaxies s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Des vides si immenses que la lumière met des centaines de millions d'années à les traverser sans rencontrer la moindre matière. Le troisième, ce qui se cache au-delà de l'univers observable, cette frontière ultime que nous ne pourrons jamais franchir. Peu importe les technologies que nous développerons, peu importe les millénaires que nous attendrons. Tu vas découvrir quelque chose ce soir qui va changer ta perception de l'existence elle-même. Quelque chose qui, une fois compris, ne peut plus être oublié. Quelque chose qui te fera regarder le ciel nocturne d'une manière radicalement différente. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, si tu veux comprendre ta véritable place dans cette immensité, alors abonne-toi à cette chaîne. Le voyage commence maintenant. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout sur la surface de la Terre. Tu sens le sol sous tes pieds, tu regardes autour de toi et tu vois l'horizon, cette ligne courbe qui délimite ton monde visible. Depuis l'enfance, on t'a appris que la Terre est une sphère d'environ 12 742 km de diamètre. C'est un chiffre que tu as probablement mémorisé à l'école, répété lors d'examens, puis rangé quelque part dans un coin de ta mémoire comme une donnée abstraite. Mais as-tu vraiment compris ce que ce chiffre signifie? 12 742 km. Si tu marchais sans t'arrêter, à une vitesse moyenne de 5 km par heure, 24 heures sur 24, il te faudrait environ 106 jours pour parcourir cette distance en ligne droite. Plus de 3 mois de marche ininterrompue. Et ce n'est que le diamètre. La circonférence de la Terre, la distance que tu parcourrais si tu faisais le tour complet à l'équateur, est d'environ 40 000 km. 8 mois de marche continue. La version officielle de notre compréhension de l'univers nous dit que nous avons maîtrisé ces concepts. Depuis Copernic, Galilée et Kepler, nous savons que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Nous avons des cartes précises du système solaire, des mesures exactes des distances entre les planètes, des sondes qui explorent les confins de notre voisinage cosmique. Nous regardons les documentaires, nous lisons les articles scientifiques et nous hochons la tête avec satisfaction. Oui, nous comprenons. L'univers est grand, très grand, mais cette compréhension est une illusion. Elle est confortable, rassurante même. Elle nous permet de continuer nos vies quotidiennes sans être paralysés par la terreur existentielle que devrait provoquer la véritable compréhension de notre situation cosmique. Car voici la réalité que personne ne t'a véritablement expliquée. Ton cerveau est incapable, par sa structure même, de concevoir les échelles dont nous allons parler. Ce n'est pas une question d'intelligence ou d'éducation. C'est une limitation biologique fondamentale. Ton cerveau a évolué pendant des millions d'années pour survivre dans les savanes africaines. Il a été optimisé pour évaluer des distances de quelques mètres à quelques kilomètres. La distance jusqu'au point d'eau. La distance jusqu'à l'arbre le plus proche pour échapper aux prédateurs. La distance jusqu'au campement où ta tribu t'attend. Ce sont les échelles qui importaient pour la survie de tes ancêtres. Au-delà de quelques centaines de kilomètres, ton cerveau commence à perdre prise. Les chiffres deviennent abstraits. 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres, 100 000 kilomètres.
ces nombres cessent d'avoir une signification émotionnelle réelle. Tu peux les manipuler mathématiquement, les comparer, les multiplier, mais tu ne peux pas les ressentir. Et c'est là que commence le problème. Car l'univers ne fonctionne pas en kilomètres. Pas vraiment. Les kilomètres sont une unité de mesure parfaitement adaptée pour mesurer la distance entre Paris et Lyon, ou même entre la Terre et la Lune. Mais dès que nous quittons le système solaire, les kilomètres deviennent aussi absurdes que de mesurer la distance entre les continents en millimètres. Techniquement possible, mais pratiquement inutile pour véhiculer une compréhension réelle. C'est pourquoi les astronomes utilisent l'année-lumière. Une année-lumière n'est pas une mesure de temps, comme son nom pourrait le suggérer, c'est une mesure de distance. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. Et la lumière se déplace à la vitesse la plus rapide possible dans notre univers. 299 792 km par seconde. Arrête-toi un instant sur ce chiffre. 299 792 km chaque seconde. En une seule seconde, la lumière pourrait faire 7 fois et demi le tour de la Terre. En 8 minutes environ, elle parcourt la distance entre le Soleil et notre planète, soit 150 millions de kilomètres. En une heure, elle atteint les confins du système solaire intérieur. Maintenant, multiplie cette vitesse vertigineuse par le nombre de secondes dans une année. 31 557 600 secondes. La lumière parcourt donc, en une année, environ 9460 milliards de kilomètres. 9460 milliards de kilomètres, c'est une année-lumière. Et Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Soleil, est à 4,2 années-lumière, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Si tu écrivais ce nombre en entier, avec tous ces zéros, il prendrait une ligne entière de texte. Et c'est juste l'étoile d'à côté. La voisine immédiate, l'équivalent cosmique de la maison au bout de ta rue. La version officielle te dit que nous comprenons ces distances, que nous les avons mesurées avec précision, que nous pouvons les représenter sur des schémas et des modèles. Et c'est vrai, nos mesures sont exactes, nos schémas sont corrects, mais la réalité est beaucoup plus troublante, car ces schémas que tu as vus dans les livres scolaires, ces représentations du système solaire avec le Soleil au centre et les planètes qui tournent gentiment autour, ces images sont des mensonges nécessaires, peut-être, mais des mensonges quand même. Dans presque toutes les représentations du système solaire que tu as vues dans ta vie, les planètes sont représentées beaucoup trop grandes par rapport à leur distance. Si ces schémas respectaient les proportions réelles, les planètes seraient invisibles, de minuscules points perdus dans un océan de vide. Imagine un terrain de football. Place une bille d'1 centimètre de diamètre au centre. C'est le Soleil. À cette échelle, la Terre serait un grain de poussière presque invisible, à un peu plus d'1 mètre du Soleil. Jupiter, la géante gazeuse, la plus grande planète de notre système, serait un petit poids à 5 mètres. Et Pluton, à la limite du système solaire classique, serait un grain de sable à 40 mètres, bien au-delà des limites du terrain. Mais attends, ce n'est que le système solaire intérieur. Le nuage d'Oort, cette sphère hypothétique de comètes qui entoure notre système solaire, s'étendrait, à cette échelle, jusqu'à environ 8 km du terrain de football. 8 km de vide, presque absolu, parsemé de temps en temps d'un grain de poussière glacée. Et l'étoile la plus proche? À cette même échelle, elle serait à 4000 km, la distance entre Paris et Le Caire. Voilà la réalité de l'espace entre les étoiles. Un vide si immense, si absolu, que même à la vitesse de la lumière, il faudrait des années pour le traverser. Mais la réalité est encore plus sombre que ce que ces chiffres suggèrent, car nous n'avons pas encore quitté notre voisinage immédiat. Nous n'avons pas encore parlé de la Voie lactée, notre galaxie. Et c'est là que les choses commencent vraiment à devenir vertigineuses. La Voie lactée contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Personne ne connaît le chiffre exact. 200 milliards à 400 milliards. Une marge d'erreur de 200 milliards d'étoiles. C'est comme si quelqu'un te demandait combien de personnes vivent dans ta ville et que tu répondais « Entre 1 et 2 millions, je ne sais pas trop ». Sauf que nous parlons d'étoiles, chacune potentiellement entourée de planètes, chacune un soleil à part entière. Notre galaxie a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière.
100 000 fois cette distance incompréhensible entre nous et Proxima du Centaure. Si la lumière partait d'un bord de notre galaxie, elle mettrait 100 000 ans pour atteindre l'autre bord. 100 000 ans. L'humanité moderne n'existe que depuis 300 000 ans environ. La civilisation écrite depuis 5 000 ans. L'électricité depuis moins de 200 ans. Et notre galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards d'autres. La version officielle de la cosmologie moderne nous dit que nous avons cartographié l'univers observable, que nous connaissons sa taille, son âge, sa structure. Et c'est techniquement vrai. L'univers observable a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Il contient approximativement 2000 milliards de galaxies. Chacune de ces galaxies contient des centaines de milliards d'étoiles. Multiplie ces chiffres ensemble et tu obtiens un nombre d'étoiles dans l'univers observable qui dépasse le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Chaque étoile est un soleil. Chaque soleil pourrait avoir des planètes. Certaines de ces planètes pourraient abriter la vie. Nous devrions être émerveillés par cette abondance. Et nous le sommes, superficiellement. Nous hochons la tête devant les documentaires. Nous partageons les images spectaculaires du télescope spatial. Nous nous émerveillons devant les nébuleuses colorées et les galaxies spirales. Mais cet émerveillement est une forme de défense, une manière de domestiquer l'incompréhensible, de le réduire à quelque chose de beau et de distant, plutôt que de terrifiant et d'immédiat. Car voici ce que la version officielle omet de mentionner clairement. Tu es assis sur une planète qui se déplace à 30 km par seconde autour du Soleil. Le Soleil lui-même se déplace à 230 km par seconde autour du centre de la Voie lactée. La Voie lactée se déplace à 600 km par seconde vers le grand attracteur, une concentration massive de matière dont nous ignorons la nature exacte. Et tout l'ensemble, notre amas local de galaxies, se déplace à des vitesses encore plus grandes à travers un univers en expansion accélérée. Tu n'es pas immobile. Tu n'as jamais été immobile. À chaque seconde qui passe, tu te trouves dans un endroit de l'univers où tu ne t'es jamais trouvé auparavant et où tu ne te retrouveras jamais. L'univers n'est pas un tableau statique que nous observons depuis notre petite planète. C'est un océan en perpétuel mouvement, avec des courants, des tempêtes, des vortex de matière et d'énergie qui défient toute compréhension humaine. Et nous croyons que nous comprenons. Nous croyons que nos schémas simplifiés et nos chiffres abstraits capturent quelque chose de cette réalité. Nous croyons que le fait de pouvoir mesurer quelque chose équivaut à le comprendre. Mais la vérité est que nous sommes comme des fourmis essayant de comprendre l'océan en mesurant les gouttes de pluie qui tombent sur leur fourmilière. Ce soir, nous allons entreprendre un voyage à travers ces échelles impossibles. Nous allons commencer par ce que nous connaissons le mieux, notre Terre, notre Lune, notre Soleil. Puis, nous nous éloignerons progressivement, traversant le système solaire, atteignant les étoiles voisines, explorant les bras spiraux de notre galaxie. Ensuite, nous quitterons la Voie lactée elle-même. Nous traverserons le vide intergalactique, ces immensités de néant qui séparent les îlots que de matière. Nous rencontrerons d'autres galaxies, certaines semblables à la nôtre, d'autres radicalement différentes. Des galaxies en collision, des galaxies en formation, des galaxies mourantes. Nous découvrirons les amas de galaxies, ces regroupements de centaines ou de milliers de galaxies liées par la gravité. Puis les superamas, ces structures encore plus vastes qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Et finalement, les filaments cosmiques, ces fils de matière qui relient les superamas entre eux, formant une toile cosmique d'une complexité inimaginable. À chaque étape, nous nous arrêterons pour contempler ce que ces échelles signifient vraiment. Pas juste les chiffres, mais ce que ces chiffres impliquent pour notre existence, notre signification, notre place dans ce cosmos apparemment indifférent. Car il y a quelque chose que personne ne te dit quand on parle de la taille de l'univers. Cette immensité n'est pas juste impressionnante, elle est terrifiante. Et cette terreur n'est pas irrationnelle. Elle est la réponse appropriée à une vérité que notre esprit refuse d'accepter pleinement. Nous sommes seuls. Non pas nécessairement au sens où il n'y aurait pas d'autre forme de vie dans l'univers. Statistiquement, il serait extraordinaire que nous soyons la seule planète à avoir développé la vie parmi les milliards de mondes possibles. Mais seuls, au sens où ces distances sont si vastes, si absolument impossibles à traverser avec n'importe quelle technologie imaginable,
que nous pourrions aussi bien être seuls. Même si une civilisation avancée existait dans la galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière de nous, un message que nous leur enverrions ce soir mettrait 2,5 millions d'années à les atteindre. Et leur réponse mettrait le même temps à nous revenir. 5 millions d'années pour un échange de mots. L'humanité n'existe même pas depuis si longtemps. Cette solitude cosmique est la vérité que nous évitons de regarder en face. Nous préférons les fantasmes de voyages interstellaires, de premiers contacts, de fédérations galactiques. Ces rêves sont beaux. Ils sont peut-être même nécessaires pour nous donner l'espoir de continuer. Mais ils sont, très probablement, des illusions. Les lois de la physique, telles que nous les comprenons aujourd'hui, imposent des limites absolues. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Et même à la vitesse de la lumière, les distances restent écrasantes. Notre galaxie seule prendrait 100 000 ans à traverser. L'univers observable, des milliards d'années. Et pourtant, malgré cette terreur, malgré cette solitude, malgré cette insignifiance cosmique, nous sommes là, conscients, capables de contempler ces immensités et de nous poser des questions à leur sujet. C'est peut-être le plus grand mystère de tous. Comment un univers apparemment indifférent, gouverné par des lois physiques aveugles, a-t-il pu produire des êtres capables de le contempler? Comment la matière brute, les atomes formés dans le cœur des étoiles, ont-ils pu s'assembler en structures si complexes qu'elles peuvent se retourner et regarder leur propre origine? Nous sommes, littéralement, l'univers qui prend conscience de lui-même. Et cette conscience, aussi fragile et éphémère soit-elle, à l'échelle cosmique, est peut-être la chose la plus précieuse qui existe. Ce soir, nous allons explorer cette préciosité. Nous allons voir pourquoi notre petitesse physique n'équivaut pas à notre insignifiance. Nous allons découvrir que dans un univers de dimensions incompréhensibles, la conscience elle-même pourrait être le phénomène le plus rare et le plus extraordinaire de tous. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord affronter la vérité de notre situation. Nous devons regarder les chiffres en face. Nous devons accepter l'immensité avant de pouvoir trouver du sens dans notre petitesse. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites. Laisse ta respiration se calmer, car nous allons maintenant quitter la Terre et commencer notre ascension à travers les échelles de l'univers. Le voyage sera long, il sera vertigineux. Par moments, il sera peut-être effrayant. Mais à la fin, tu ne regarderas plus jamais le ciel nocturne de la même manière. Nous commençons par le commencement, parce que nous connaissons le mieux, par cette sphère bleue qui tourne dans le vide, portant sur sa surface fragile les seules formes de vie que nous connaissons avec certitude. La Terre, notre maison, notre point de départ pour le voyage le plus extraordinaire que l'esprit humain puisse entreprendre. La première chose que tu dois comprendre à propos de l'espace, c'est qu'il n'est pas vide. Cette notion du vide spatial que nous avons tous apprise, cette image d'un néant absolu entre les étoiles, est fondamentalement incorrecte. L'espace est rempli de radiation, de particules, de champs magnétiques, de poussière cosmique et surtout de quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment. L'énergie sombre et la matière noire. Commençons par ce que nous pouvons observer directement. Entre la Terre et la Lune, cette distance de 384 400 km que nous considérons comme notre arrière-cour cosmique, l'espace contient environ 5 particules par centimètre cube. Cela peut sembler peu, mais multiplie ce chiffre par le volume total entre les deux corps célestes. Et tu obtiens une quantité de matière qui, si elle était comprimée, formerait un objet de plusieurs tonnes. Ces particules ne sont pas statiques. Elles se déplacent à des vitesses variables. Certaines projetées par le vent solaire à 400 km par seconde, d'autres dérivant lentement dans le champ gravitationnel terrestre. Elles forment ce qu'on appelle le milieu interplanétaire, un environnement dynamique et constamment changeant qui interagit avec tout ce qu'il traverse. Le vent solaire mérite une attention particulière. Notre Soleil éjecte constamment un flux de particules chargées dans toutes les directions. Environ 1 million de tonnes de matière solaire sont projetées dans l'espace chaque seconde. 1 million de tonnes, chaque seconde, depuis 4,5 milliards d'années. Ce vent solaire crée une bulle autour de notre système solaire appelée l'héliosphère. Cette bulle s'étend sur environ 120 unités astronomiques,
soit 18 milliards de kilomètres du Soleil. C'est notre bouclier contre les rayons cosmiques intergalactiques, ces particules ultra-énergétiques qui traversent l'univers à des vitesses proches de celles de la lumière. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, a finalement traversé l'héliopause, la frontière de cette bulle, en 2012. Elle a mis 35 ans pour atteindre cette frontière, voyageant à 17 km par seconde. Et ce qu'elle a découvert a bouleversé nos conceptions. L'espace interstellaire n'est pas ce que nous pensions. Les mesures de Voyager 1 ont révélé que la densité de particules dans l'espace interstellaire est environ 40 fois supérieure à ce que nous avions prédit. Au lieu du vide quasi absolu que nous imaginions, nous avons trouvé un milieu relativement dense, vibrant d'ondes de plasma et parcouru de champs magnétiques complexes. Ces ondes de plasma sont particulièrement fascinantes. Elles se propagent à travers le milieu interstellaire comme des vagues sur un océan invisible. Voyager 1 les a enregistrées. Et quand les scientifiques ont converti ces données en sons audibles, ils ont découvert quelque chose d'étrange. L'espace interstellaire chante. C'est un chant grave, profond, qui monte et descend en fréquence selon des patterns complexes. Ce n'est pas vraiment du son, bien sûr, puisque le son ne peut pas se propager dans le vide, mais c'est une vibration électromagnétique qui, transposée dans notre spectre auditif, produit une mélodie étrangement harmonieuse. Au-delà de notre système solaire, dans l'espace entre les étoiles de notre galaxie, la densité de matière chute drastiquement. Nous parlons maintenant d'environ 1 atome par centimètre cube. Pour mettre cela en perspective, l'air que tu respires contient environ 27 milliards de molécules par centimètre cube. L'espace interstellaire est donc environ 27 milliards de fois moins dense que l'air terrestre. Mais même cette densité infinitésimale représente une quantité énorme de matière quand on considère le volume total de l'espace interstellaire. Notre galaxie contient environ 100 milliards de masses solaires de gaz interstellaire. C'est de cette matière que naissent les nouvelles étoiles. Et c'est vers cette matière que retournent les éléments forgés dans les cœurs stellaires quand les étoiles meurent. Le cycle de la matière dans l'espace est un phénomène d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes. Les nuages moléculaires géants, ces pouponnières stellaires qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière, contiennent principalement de l'hydrogène moléculaire, mais aussi des molécules plus complexes. Plus de 200 molécules différentes ont été détectées dans l'espace interstellaire, incluant de l'eau, de l'ammoniac, du méthanol et même des acides aminés, les briques de base de la vie. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu comme une tache floue dans la constellation d'Orion, est l'une de ces pouponnières stellaires. Elle s'étend sur environ 24 années-lumière et contient environ 2000 fois la masse du Soleil. En son cœur, de jeunes étoiles chaudes ionisent le gaz environnant, le faisant briller dans des teintes spectaculaires de rouge, de bleu et de vert. Mais ce que nous voyons n'est qu'une fraction infime de ce qui est vraiment là. La lumière visible ne représente qu'une minuscule partie du spectre électromagnétique. L'espace est rempli de radiations que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Ondes radio, micro-ondes, infrarouges, ultraviolets, rayons X, rayons gamma. Chaque longueur d'onde révèle un aspect différent du cosmos. Le fond diffus cosmologique, par exemple, est un rayonnement micro-ondes qui remplit tout l'univers. C'est l'écho du Big Bang, la lumière la plus ancienne de l'univers, émise environ 380 000 ans après le début de l'expansion cosmique. Cette lumière a voyagé pendant 13 800 millions d'années avant d'atteindre nos détecteurs. Ce rayonnement est remarquablement uniforme, avec une température de 2,725 Kelvin, soit moins 270,425 degrés Celsius. Mais il présente de minuscules variations, des fluctuations de l'ordre d'un 100 millième de degré. Ces infimes variations sont les graines qui ont donné naissance à toutes les structures que nous voyons aujourd'hui. Galaxies, amas de galaxies, filaments cosmiques. L'espace contient également des champs magnétiques. Ces champs sont partout, depuis les magnétosphères planétaires jusqu'aux champs magnétiques galactiques qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Le champ magnétique de notre galaxie a une intensité moyenne d'environ 6 microgauss, soit environ 100 000 fois plus faible que le champ magnétique terrestre. Mais ne te laisse pas tromper par cette faiblesse apparente.
Sur les échelles astronomiques, ces champs magnétiques jouent un rôle crucial. Ils canalisent le mouvement des particules chargées, influencent par la formation des étoiles et peuvent même affecter l'évolution des galaxies entières. Les jets relativistes émis par les trous noirs supermassifs au centre des galaxies actives sont guidés et collimatés par des champs magnétiques. Ces jets peuvent s'étendre sur des millions d'années-lumière, transportant une énergie colossale à travers l'espace intergalactique. Le jet de la galaxie M87, par exemple, s'étend sur 5000 années-lumière et émet une puissance équivalente à celle de 1000 milliards de soleils. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus étrange, les rayons cosmiques. Ces particules ultra-énergétiques bombardent constamment la Terre depuis toutes les directions. La plupart sont des protons, mais on trouve aussi des noyaux plus lourds et des électrons. Leur énergie peut être phénoménale. Les rayons cosmiques les plus énergétiques jamais détectés portent une énergie de plus de 300 quintillons d'électronvolts. C'est l'énergie d'une balle de tennis servie à 160 km/h, concentrée dans une seule particule subatomique. D'où viennent ces rayons cosmiques ? Pour les moins énergétiques, nous pensons qu'ils sont accélérés par les ondes de choc des supernovas. Mais pour les plus énergétiques, nous n'avons pas de certitude. Ils pourraient provenir des jets de trous noirs, de collisions de galaxies, ou de phénomènes que nous n'avons pas encore découverts. L'espace entre les galaxies présente des caractéristiques encore plus extrêmes. La densité de matière dans l'espace intergalactique peut descendre jusqu'à un atome pour 10 mètres cubes. C'est le vide le plus parfait que nous connaissions dans l'univers. Et pourtant, même ce vide n'est pas vraiment vide. Des filaments de gaz chaud, avec des températures de millions de degrés, relient les galaxies entre elles. Ce milieu intergalactique chaud contient plus de matière ordinaire que toutes les galaxies réunies. C'est une toile cosmique invisible qui structure l'univers à grande échelle. Et puis, il y a ce que nous ne voyons pas du tout. La matière noire et l'énergie sombre. La matière noire représente environ 27% du contenu énergétique de l'univers. Nous savons qu'elle existe grâce à ses effets gravitationnels. Les galaxies tournent trop vite pour être maintenues ensemble par la gravité de la matière visible seule. Les amas de galaxies courbent la lumière d'une manière qui indique la présence de beaucoup plus de masse que ce que nous pouvons voir. Mais nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. Elle n'émet pas de lumière, n'absorbe pas de lumière, n'interagit pas avec la matière ordinaire sauf par la gravité. Elle pourrait être composée de particules exotiques que nous n'avons pas encore découvertes, ou elle pourrait être quelque chose de complètement différent, une modification de la gravité elle-même à grande échelle. L'énergie sombre est encore plus mystérieuse. Elle représente environ 68% du contenu énergétique de l'univers, et elle est responsable de l'accélération de l'expansion cosmique. Nous avons découvert en 1998 que l'expansion de l'univers ne ralentit pas comme on s'y attendait, mais qu'elle accélère. Quelque chose pousse l'espace lui-même à s'étendre de plus en plus vite. Cette force répulsive, cette énergie sombre, semble être une propriété de l'espace vide lui-même. Plus l'univers s'expand et crée de l'espace, plus il y a d'énergie sombre, et plus l'expansion s'accélère. C'est un processus qui s'auto-alimente et qui finira, dans des billions d'années, par déchirer l'univers dans ce qu'on appelle le Big Rip. L'expansion de l'espace elle-même est un phénomène difficile à concevoir. Ce n'est pas que les galaxies se déplacent à travers l'espace, c'est l'espace lui-même qui s'étend, emportant les galaxies avec lui. Imagine des raisins dans une pâte à pain qui lève. Les raisins ne bougent pas dans la pâte, mais ils s'éloignent les uns des autres parce que la pâte elle-même gonfle. Cette expansion a des conséquences étranges. Des galaxies peuvent s'éloigner de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Non pas parce qu'elles se déplacent à travers l'espace plus vite que la lumière, ce qui est impossible, mais parce que l'espace entre nous et elles s'expand si rapidement que la distance augmente plus vite que la lumière ne peut la parcourir. Il existe donc un horizon cosmologique, une limite au-delà de laquelle nous ne pourrons jamais voir, peu importe combien de temps nous attendons. L'univers observable a une limite absolue, non pas parce que l'univers s'arrête là, mais parce que la lumière des objets au-delà de cette limite n'aura jamais le temps de nous atteindre. Actuellement, cet horizon est à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. Tout ce qui se trouve au-delà est à jamais hors de notre portée causale. Nous ne pourrons jamais l'observer, jamais lui envoyer de signal,
jamais interagir avec lui d'aucune manière. C'est comme s'il n'existait pas pour nous, et cet horizon recule constamment. À mesure que l'expansion s'accélère, de plus en plus de galaxies franchissent cet horizon et disparaissent à jamais de notre univers observable. Dans environ 100 milliards d'années, si l'expansion continue à s'accélérer, toutes les galaxies en dehors de notre groupe local auront franchi l'horizon cosmologique. Les civilisations qui naîtront à cette époque lointaine verront un univers très différent du nôtre. Elles verront leur galaxie locale, résultat de la fusion de la Voie lactée, d'Andromède et des autres galaxies du groupe local, entourées d'un vide absolu et infini. Elles n'auront aucun moyen de savoir que l'univers a un jour contenu des billions de galaxies. Pour elles, l'univers sera une île unique dans un océan de néant. Cette perspective soulève des questions troublantes sur notre propre connaissance. Que manquons-nous ? Quelles structures, quels phénomènes ont déjà franchi notre horizon cosmologique et sont à jamais perdus pour nous ? L'univers que nous observons n'est qu'une fraction, peut-être infinitésimale, de ce qui existe réellement. Les fluctuations quantiques du vide ajoutent une autre couche de complexité à notre compréhension de l'espace. Même dans le vide le plus parfait, des paires de particules et d'antiparticules apparaissent et disparaissent constamment, empruntant de l'énergie au vide pour exister brièvement avant de s'annihiler mutuellement et de rendre cette énergie. Ces fluctuations quantiques ne sont pas juste une curiosité théorique, elles ont des effets mesurables. L'effet Casimir, par exemple, est une force attractive entre deux plaques conductrices placées très près l'une de l'autre dans le vide. Cette force résulte du fait que seules certaines longueurs d'onde de fluctuations quantiques peuvent exister entre les plaques, créant une pression négative. À l'échelle de Planck, la plus petite échelle significative en physique, l'espace-temps lui-même pourrait être une mousse quantique turbulente, avec des trous de verre microscopiques et des bulles d'espace-temps apparaissant et disparaissant en permanence. À cette échelle, environ 10 puissance moins 35 mètres, les concepts mêmes d'espace et de temps pourraient perdre leur signification. L'espace contient aussi des ondes gravitationnelles, ces ondulations de l'espace-temps prédites par Einstein et finalement détectées en 2015. Quand des masses accélèrent, elles créent des vagues dans le tissu même de l'espace-temps. Ces vagues se propagent à la vitesse de la lumière, étirant et comprimant l'espace sur leur passage. Les ondes gravitationnelles détectées jusqu'à présent proviennent principalement de la fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Quand deux trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires fusionnent, ils peuvent convertir plusieurs masses solaires en pure énergie gravitationnelle en une fraction de seconde. C'est plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers observable n'émettent dans le même temps. Et pourtant, quand ces ondes nous atteignent après avoir voyagé des millions ou des milliards d'années-lumière, elles ne déforment l'espace que d'une fraction du diamètre d'un proton. C'est l'amplitude de déformation la plus faible jamais mesurée par l'humanité. L'espace n'est donc pas ce vide stérile que nous imaginions. C'est un milieu dynamique, vibrant, rempli de champs, de particules, de radiations et de phénomènes que nous commençons à peine à comprendre. C'est un océan d'énergie dans lequel baignent les îlots de matière que sont les étoiles et les planètes. Les structures à grande échelle de l'univers révèlent des patterns qui défient notre compréhension. Prenons le cas de la Grande Muraille de Sloan, découverte en 2003. Cette structure s'étend sur 1,370 milliard d'années-lumière, formant un mur de galaxies d'une épaisseur d'environ 15 millions d'années-lumière. Pour mettre cela en perspective, si notre galaxie était une pièce de monnaie, cette muraille serait un mur de pièces s'étendant sur plus de 13 mètres. Mais la Grande Muraille de Sloan n'est pas la plus grande structure connue. Ce titre revient à la Grande Muraille d'Hercule Couronne Boréale, découverte en 2013. Cette structure monumentale s'étend sur 10 milliards d'années-lumière, soit plus d'un dixième du diamètre de l'univers observable. Son existence même pose un problème fondamental à notre compréhension de la cosmologie. Selon le principe cosmologique, l'univers devrait être homogène et isotrope à grande échelle. Au-delà de quelques centaines de millions d'années-lumière, la distribution de matière devrait être uniforme. Mais ces superstructures violent apparemment ce principe. Elles sont trop grandes pour s'être formées dans le temps disponible depuis le Big Bang, selon nos modèles actuels. Le supervide d'Eridan présente le mystère opposé. C'est une région de l'espace d'environ
1,8 milliard d'années-lumière de diamètre qui contient remarquablement peu de galaxies. Sa densité est environ 30% inférieure à la moyenne cosmique. C'est comme trouver un désert de la taille d'un continent au milieu d'une forêt tropicale uniforme. Ces vides cosmiques ne sont pas vraiment vides, mais ils sont les régions les plus proches du vide absolu que nous connaissons dans l'univers. La densité de matière y peut descendre jusqu'à 1/10 de la moyenne cosmique. Si tu pouvais voyager à travers un de ces vides, tu pourrais parcourir des centaines de millions d'années-lumière sans rencontrer une seule galaxie significative. L'arrangement de ces structures forme ce qu'on appelle la toile cosmique. Les galaxies ne sont pas distribuées aléatoirement dans l'espace. Elles forment des filaments qui s'entrecroisent, créant une structure qui ressemble étrangement à un réseau de neurones ou à la structure d'une éponge. Les filaments se rencontrent en des nœuds denses, où se trouvent les amas de galaxies, tandis qu'entre les filaments s'étendent les grands vides cosmiques. Cette structure n'est pas statique. Elle évolue sous l'influence de la gravité et de l'expansion cosmique. Les simulations informatiques montrent que la toile cosmique devient de plus en plus filamenteuse avec le temps, les vides s'agrandissant tandis que la matière se concentre de plus en plus dans les filaments et les nœuds. Le dipôle Repeller, découvert en 2017, ajoute une autre dimension à cette dynamique. C'est une région de vide relatif qui semble littéralement repousser notre groupe local de galaxies. Nous ne fuyons pas seulement vers le grand attracteur, nous sommes aussi poussés par ce vide mystérieux. C'est comme si l'absence de matière exerçait une force répulsive, poussant les galaxies vers les régions plus denses. Les observations récentes du télescope spatial James Webb ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Des galaxies massives et matures existaient déjà quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, beaucoup plus tôt que ce que nos modèles prédisaient. Ces galaxies anciennes sont aussi grandes et aussi structurées que des galaxies qui, selon notre compréhension, auraient dû mettre des milliards d'années à se former. La galaxie GN-Z11, par exemple, existait seulement 400 millions d'années après le Big Bang, mais elle brillait avec l'intensité de milliards de soleils. Comment une telle structure a-t-elle pu se former si rapidement ? C'est une question qui remet en cause nos modèles fondamentaux de formation des structures cosmiques. Les amas de galaxies représentent les plus grandes structures gravitationnellement liées de l'univers. L'amas de la Vierge, le plus proche de nous, contient plus de 1300 galaxies et s'étend sur environ 7 millions d'années-lumière. Sa masse totale est d'environ 1 million de milliards de masses solaires, dont seulement 1/10 est de la matière visible. Le reste est de la matière noire et du gaz intergalactique chaud. Au centre de ces amas se trouvent souvent des galaxies elliptiques géantes, les plus grandes galaxies de l'univers. IC 1101, au centre de l'amas Abell 2029, a un diamètre d'environ 6 millions d'années-lumière, soit 60 fois le diamètre de notre Voie lactée. Elle contient environ 100 000 milliards d'étoiles. Maintenant, tournons notre attention vers les phénomènes violents qui façonnent ces structures cosmiques. L'univers n'est pas un endroit paisible. C'est une arène de violence inimaginable, où des forces titanesques déchirent, broient et transforment la matière à des échelles qui défient toute compréhension humaine. Commençons par les supernovas, ces explosions stellaires qui peuvent brièvement briller plus fort qu'une galaxie entière. Quand une étoile massive, au moins 8 fois la masse de notre Soleil, arrive en fin de vie, son cœur s'effondre en une fraction de seconde. La température atteint 100 milliards de degrés. La densité devient si extrême que les protons et les électrons sont écrasés ensemble pour former des neutrons. L'effondrement s'arrête brutalement quand la matière atteint la densité nucléaire. Le cœur rebondit, envoyant une onde de choc à travers l'étoile. Cette onde de choc met plusieurs heures à atteindre la surface, mais quand elle le fait, elle projette les couches externes de l'étoile dans l'espace à des vitesses pouvant atteindre 30 000 km par seconde. L'énergie libérée dans une supernova est difficile à concevoir. En quelques secondes, une supernova émet plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. C'est environ 10 puissance 44 joules, assez d'énergie pour faire briller une galaxie entière. La supernova SN 1006, observée par les astronomes chinois et arabes en l'an 1006, était visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Elle se trouvait à 7200 années-lumière de nous. Si une supernova explosait à la distance de Proxima du Centaure,
4 années-lumière, elle apparaîtrait aussi brillante que le Soleil dans notre ciel et stériliserait probablement toute vie sur Terre. Les hypernovas sont encore plus extrêmes. Ces explosions, environ 100 fois plus puissantes que les supernovas ordinaires, se produisent quand des étoiles très massives, plus de 30 masses solaires, s'effondrent directement en trous noirs. L'énergie libérée peut créer des jets de matière se déplaçant à 99,9% de la vitesse de la lumière. Ces jets produisent ce qu'on appelle des sursauts gamma, les explosions les plus lumineuses de l'univers. Un sursaut gamma peut, en quelques secondes, émettre autant d'énergie que le Soleil en produira pendant toute son existence. Le sursaut gamma GRB 0,09516C, détecté en 2008, a libéré l'équivalent de 5000 supernovas en moins de 60 secondes. Si un sursaut gamma se produisait dans notre galaxie et était pointé vers la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Le jet de radiation détruirait la couche d'ozone, exposant la surface à des radiations létales. L'atmosphère serait ionisée, créant des composés chimiques toxiques. La vie complexe serait probablement éradiquée. Les collisions entre galaxies représentent de la violence à une échelle encore plus grande. Quand deux galaxies se rencontrent, elles ne se percutent pas comme des boules de billard. Les étoiles sont si espacées que les collisions directes sont extrêmement rares. Au lieu de cela, les galaxies s'interpénètrent, leur champ gravitationnel s'entremêlant dans une danse cosmique qui peut durer des centaines de millions d'années. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous à 110 km par seconde. Dans environ 4 milliards d'années, elle entrera en collision avec la Voie lactée. Les simulations montrent que cette collision sera spectaculaire, mais pas nécessairement destructrice pour les systèmes planétaires individuels. Les deux galaxies s'interpénétreront, se sépareront, puis se rapprocheront à nouveau, fusionnant finalement en une galaxie elliptique géante dans environ 7 milliards d'années. Durant cette fusion, les forces de marée déformeront les deux galaxies, projetant des bras spiraux de centaines de milliers d'années-lumière dans l'espace. Le gaz interstellaire sera comprimé, déclenchant des flambées de formation stellaire. Les trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie spiraleront l'un vers l'autre, fusionnant finalement dans un événement qui enverra des ondes gravitationnelles à travers l'univers. Les quasars représentent un autre type de violence cosmique. Ce sont les noyaux actifs de galaxies où un trou noir supermassif dévore la matière à un rythme effréné. La matière forme un disque d'accrétion autour du trou noir, chauffé à des millions de degrés par la friction. Ce disque peut briller plus fort que toutes les étoiles de la galaxie haute réunies. Le quasar 3C 273, le premier à être identifié, émet une luminosité équivalente à 2000 milliards de soleils. Il se trouve à 2 milliards 400 millions d'années-lumière de nous. Mais il est visible avec un télescope amateur. Son jet relativiste s'étend sur 200 000 années-lumière, plus de 2 fois le diamètre de notre galaxie. Le quasar TON 618 abrite l'un des plus grands trous noirs connus, avec une masse de 66 milliards de soleils. Son horizon des événements a un diamètre de 1300 unités astronomiques. Pour comparaison, si ce trou noir remplaçait notre Soleil, son horizon des événements s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Pluton. Les magnétars ajoutent une dimension différente à la violence cosmique. Ce sont des étoiles à neutrons avec des champs magnétiques si intenses qu'ils déforment les orbitales électroniques des atomes. Le champ magnétique d'un magnétar peut atteindre 10 puissance 15 Gauss, soit 1000 billions de fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Si tu t'approchais d'un magnétar à moins de 1000 km, le champ magnétique serait assez fort pour dissocier les molécules de ton corps. À 100 000 km, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit sur Terre. Les magnétars peuvent produire des tremblements d'étoiles qui libèrent plus d'énergie en un dixième de seconde que le Soleil n'en émet en 100 000 ans. Le 27 décembre 2004, un tremblement sur le magnétar SGR 1806-20, situé à 50 000 années-lumière de nous, a frappé la Terre. Malgré la distance énorme, le flash de rayons gamma a saturé les détecteurs de satellites et a même affecté légèrement notre ionosphère. Si ce magnétar avait été à seulement 10 années-lumière de nous, ce tremblement aurait détruit la couche d'ozone et causé une extinction massive. Les kilonovas, découvertes récemment,
sont un autre type d'explosion cosmique. Elles se produisent quand deux étoiles à neutrons fusionnent. Ces événements sont les forges où sont créés les éléments les plus lourds de l'univers, comme l'or, le platine et l'uranium. La kilonova GW 0817, détectée en 2017, a produit environ 10 000 fois la masse de la Terre en or pur. Tout l'or de l'univers, y compris celui de tes bijoux, a été forgé dans de tels événements cataclysmiques. Tu portes littéralement les cendres d'étoiles mortes dans des explosions d'une violence inimaginable. Les trous noirs en rotation rapide peuvent générer des phénomènes encore plus extrêmes. Le processus de Penrose permet théoriquement d'extraire l'énergie de rotation d'un trou noir. Un trou noir de Kerr, en rotation maximale, contient jusqu'à 29% de sa masse énergie sous forme d'énergie de rotation. Pour un trou noir supermassif, cela représente plus d'énergie que celle émise par toutes les étoiles de l'univers pendant des millions d'années. Les blazars sont des quasars dont le jet est pointé directement vers nous. La radiation est amplifiée par effet Doppler, relativiste, les rendant visibles à des distances énormes. Le blazar TXS 05006 056, situé à 4 milliards d'années-lumière, a été la source d'un neutrino de haute énergie détecté en 2017, prouvant que ces objets sont des accélérateurs de particules cosmiques. La radiation de ces objets violents remplit l'univers. Le fond diffus gamma montre que l'univers entier brille faiblement dans les rayons gamma, résultat cumulé de tous les événements violents depuis le début des temps. Nous baignons littéralement dans les échos de catastrophes cosmiques qui se sont produites il y a des milliards d'années. Les vents galactiques représentent de la violence à l'échelle des galaxies entières. Quand une galaxie connaît une flambée de formation stellaire, les supernovas et les vents stellaires combinés peuvent souffler le gaz hors de la galaxie à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde. Ces vents peuvent transporter des millions de masses solaires de gaz dans l'espace intergalactique, stoppant la formation stellaire et transformant une galaxie spirale active en une galaxie elliptique morte. La galaxie M82, la galaxie du cigare, est en train d'expulser du gaz à 600 km par seconde. Ce supervent galactique s'étend sur des dizaines de milliers d'années-lumière dans l'espace intergalactique. En quelques millions d'années, elle aura perdu assez de gaz pour former des millions d'étoiles. Les événements de perturbation par effet de marée représentent l'un des phénomènes les plus brutaux que l'univers puisse produire. Quand une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif, les forces de marée deviennent si intenses que l'étoile est littéralement déchiquetée. La partie de l'étoile la plus proche du trou noir subit une attraction gravitationnelle beaucoup plus forte que la partie la plus éloignée, étirant l'étoile comme un spaghetti dans un processus que les astronomes appellent, avec un certain sens de l'humour macabre, la spaghettification. L'événement de perturbation par effet de marée AESA SSN 14LI, détecté en novembre 2014, nous a permis d'observer ce processus en détail pour la première fois. Une étoile d'environ une masse solaire a été capturée par un trou noir de 3 millions de masses solaires. En quelques heures, l'étoile a été étirée en un filament de plusieurs millions de kilomètres de long, puis déchirée en morceaux. La moitié de la matière de l'étoile a été éjectée dans l'espace à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde. L'autre moitié est tombée vers le trou noir, formant un disque d'accrétion chauffé à des millions de degrés. Ce disque a brillé pendant des mois avec une luminosité équivalente à 100 millions de soleils, visible à travers des centaines de millions d'années-lumière. Ce qui est terrifiant, c'est la fréquence de ces événements. Nous estimons qu'une étoile est déchiquetée par un trou noir supermassif tous les 10 000 ans dans chaque galaxie. Dans l'univers observable, avec ses 2000 milliards de galaxies, cela signifie qu'environ 200 millions d'étoiles sont en train d'être déchiquetées à chaque instant. 200 millions d'étoiles, chacune portant potentiellement des systèmes planétaires, anéantis dans des tornades de gravité et de radiation. Les sursauts gamma longs, ceux qui durent plus de 2 secondes, sont associés aux hypernovas. Mais les sursauts gamma courts, ceux qui durent moins de 2 secondes, proviennent de la fusion d'objets compacts comme des étoiles à neutrons. Ces événements libèrent en quelques fractions de secondes plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Le sursaut gamma GRB 009-429b, détecté le 29 avril 2009, s'est produit à 13,14 milliards d'années-lumière de nous.
Nous le voyons tel qu'il était seulement 520 millions d'années après le Big Bang. Malgré cette distance phénoménale, l'explosion était assez brillante pour être détectée par nos instruments. Si elle s'était produite dans notre galaxie, à seulement quelques milliers d'années-lumière, elle aurait stérilisé la moitié de toutes les planètes de la Voie lactée. Les études statistiques suggèrent qu'un sursaut gamma mortel pourrait frapper la Terre tous les quelques centaines de millions d'années. Certains scientifiques pensent que l'extinction massive de l'Ordovicien, il y a 445 millions d'années, qui a éradiqué environ 85% des espèces marines, pourrait avoir été causée par un sursaut gamma. Les rayons cosmiques ultra-énergétiques posent un mystère différent, mais tout aussi troublant. La particule Oh My God, détectée en 1991, portait une énergie de 320 quintillons d'électronvolts. C'est l'énergie d'une balle de baseball lancée à 100 km/h, concentrée dans une seule particule subatomique. Une particule si énergétique qu'elle violait apparemment la limite GZK. Une coupure théorique au-delà de laquelle les rayons cosmiques ne devraient pas pouvoir voyager sur de longues distances. Nous ne savons toujours pas avec certitude ce qui peut accélérer des particules à de telles énergies. Les accélérateurs de particules les plus puissants que nous ayons construits, comme le Grand Collisionneur de Hadron, atteignent des énergies d'environ 14 billions d'électronvolts. La particule Oh My God était 23 millions de fois plus énergétique. Les candidats pour produire de tels rayons cosmiques incluent les chocs de supernovas, les jets de quasars, les explosions de trous noirs primordiaux, ou même la désintégration de particules supersymétriques hypothétiques laissées du Big Bang. Mais aucune de ces explications n'est entièrement satisfaisante. Ce qui rend ces rayons cosmiques ultra-énergétiques particulièrement troublants, c'est qu'ils bombardent constamment la Terre. Environ un rayon cosmique ultra-énergétique frappe chaque kilomètre carré de la surface terrestre chaque siècle. Quand ils percutent l'atmosphère supérieure, ils créent des cascades de particules secondaires qui peuvent compter des billions de particules, s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés au niveau du sol. L'impact d'un tel rayon cosmique sur un seul neurone dans ton cerveau pourrait théoriquement causer une mutation génétique. Certaines théories suggèrent que ces rayons cosmiques pourraient avoir joué un rôle dans l'évolution, causant des mutations aléatoires qui ont parfois conduit à des avantages évolutifs. Les tempêtes solaires extrêmes, bien que beaucoup moins énergétiques que les phénomènes que nous venons de discuter, peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre civilisation technologique. L'événement de Carrington, en septembre 1859, a été la plus forte tempête solaire jamais enregistrée. Les aurores boréales étaient visibles jusqu'aux tropiques. Les systèmes télégraphiques ont subi des pannes à travers le monde. Certains opérateurs télégraphiques ont reçu des chocs électriques et des papiers ont pris feu à cause des courants induits. Si un événement de cette magnitude frappait aujourd'hui, les dégâts seraient catastrophiques. Les transformateurs électriques seraient détruits par les courants géomagnétiques induits. Les satellites en orbite seraient grillés par la radiation. Les systèmes GPS cesseraient de fonctionner. Les communications mondiales s'effondreraient. Une étude de l'Académie nationale des sciences américaines a estimé qu'un événement de type Carrington aujourd'hui causerait plus de 2000 milliards de dollars de dégâts, rien qu'aux États-Unis. Et il faudrait 4 à 10 ans pour une récupération complète. L'événement de juillet 2012 aurait pu être cette catastrophe. Une éruption solaire massive, comparable ou supérieure à l'événement de Carrington, a été éjectée du Soleil. Heureusement, elle était dirigée à l'opposé de la Terre. Si elle s'était produite une semaine plus tôt, quand la Terre était dans cette région de son orbite, nous aurions été frappés de plein fouet. Les collisions d'amas de galaxies libèrent des énergies qui éclipsent même les supernovas. L'amas de la balle, résultat de la collision de 2 amas de galaxies, a été le site d'une libération d'énergie équivalente à celle de 10 puissance 64 joules. C'est 10 millions de milliards de fois l'énergie d'une supernova. Cette collision a duré environ 100 millions d'années, ce qui signifie qu'à chaque seconde, l'équivalent de millions de supernovas en énergie était libéré. Ces collisions d'amas chauffent le gaz intergalactique à des températures de 100 millions de degrés, le faisant briller intensément en rayons X. Les ondes de choc se propagent à travers le gaz à des vitesses de milliers de kilomètres par seconde, comprimant et chauffant la matière sur des millions d'années-lumière. Le grand attracteur lui-même pourrait être le site d'événements violents continus.
Cette concentration massive de matière, équivalente à des dizaines de milliers de galaxies, attire notre groupe local vers elle à 600 km par seconde. Mais nous ne pouvons pas l'observer directement car il se trouve derrière le disque de notre propre galaxie, dans ce qu'on appelle la zone d'évitement. Les observations en ondes radio et en infrarouge suggèrent que le grand attracteur fait partie d'une structure encore plus grande appelée le superamas de Laniakea. Cette structure contient 100 000 galaxies réparties sur 525 millions d'années-lumière. Nous nous trouvons à la périphérie de cette structure, attirés inexorablement vers son centre. Les simulations montrent que dans quelques milliards d'années, notre groupe local de galaxies fusionnera probablement avec d'autres dans le superamas. Cette fusion sera progressive, s'étalant sur des centaines de millions d'années, mais elle impliquera des collisions de galaxies, des flambées de formations stellaires, et finalement la formation d'une galaxie elliptique géante. Les éruptions de rayons gamma provenant du centre galactique représentent une autre source de violence cosmique proche de nous, Sagittarius. À étoile, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie est actuellement assez calme, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Les observations récentes ont révélé des structures en forme de bulles s'étendant sur 50 000 années-lumière de part et d'autre du plan galactique, appelées les bulles de Fermi. Ces structures ont probablement été créées par une éruption massive du trou noir central il y a quelques millions d'années. L'énergie libérée était équivalente à celle de 100 000 supernovas. Cette éruption a soufflé du gaz hors du disque galactique, créant des ondes de choc qui continuent de s'étendre aujourd'hui. Si notre système solaire avait été plus proche du centre galactique lors de cette éruption, les conséquences auraient pu être désastreuses. La radiation aurait pu stériliser notre planète ou au moins causer des extinctions massives. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la vie complexe a pu se développer sur Terre. Nous sommes suffisamment loin du centre galactique pour être à l'abri de ces éruptions périodiques. Les rencontres rapprochées avec d'autres étoiles représentent un danger à plus long terme. Toutes les quelques millions d'années, une étoile passe à moins d'une année-lumière du Soleil. La plupart du temps, ces rencontres sont inoffensives. Mais occasionnellement, une étoile peut perturber le nuage d'Oort, la sphère de comètes qui entoure notre système solaire à environ une année-lumière. Cette perturbation peut envoyer des milliers de comètes vers le système solaire intérieur. L'augmentation du bombardement cométaire pourrait durer des millions d'années. Certaines de ces comètes pourraient percuter la Terre, causant des extinctions massives comme celle qui a éradiqué les dinosaures. L'étoile de Scholz, une naine rouge, est passée à seulement 0,8 années-lumière du Soleil il y a 70 000 ans. C'est la rencontre stellaire la plus proche que nous connaissons. Elle a probablement perturbé le nuage d'Oort, et nous pourrions encore recevoir des comètes de cette perturbation aujourd'hui. Dans environ 1 350 000 ans, l'étoile Gliese 710 passera à seulement 0,10 années-lumière du Soleil, 10 fois plus proche que l'étoile de Scholz. Cette rencontre perturbera massivement le nuage d'Oort, envoyant potentiellement des millions de comètes vers le système solaire intérieur. Le taux d'impact cométaire sur Terre pourrait augmenter d'un facteur 1000 pendant des millions d'années après cette rencontre. Les instabilités orbitales dans les systèmes planétaires peuvent aussi avoir des conséquences catastrophiques. Notre système solaire est stable à court terme, mais les simulations à long terme montrent qu'il pourrait devenir instable dans quelques milliards d'années. Mercure pourrait percuter Vénus, ou être éjecté du système solaire. Mars pourrait avoir une rencontre rapprochée avec la Terre. Ces scénarios sont improbables dans un avenir proche, mais sur des échelles de temps de milliards d'années, ils deviennent possibles. L'architecture même de notre système solaire porte les cicatrices de telles instabilités passées. La migration de Jupiter vers le système solaire intérieur, puis vers l'extérieur, il y a environ 4 milliards d'années, a probablement causé le grand bombardement tardif qui a criblé la Terre de cratères. Les nuages moléculaires géants, les pouponnières d'étoiles, peuvent aussi représenter un danger. Si notre système solaire traversait un tel nuage, la densité accrue de matière pourrait perturber le nuage d'Oort. De plus, le nuage bloquerait une partie du rayonnement solaire, refroidissant potentiellement la Terre. Notre système solaire traverse le plan galactique environ tous les 35 millions d'années.
Certains scientifiques ont suggéré que ces traversées pourraient être corrélées avec des extinctions massives sur Terre, car le plan galactique contient plus de nuages moléculaires et une densité stellaire plus élevée, augmentant les risques de perturbations. Mais le danger le plus immédiat et le plus certain vient de notre propre étoile. Le Soleil se réchauffe lentement à mesure qu'il vieillit. Dans environ 1 milliard d'années, il sera environ 10% plus lumineux qu'aujourd'hui. Cette augmentation apparemment modeste sera suffisante pour évaporer les océans de la Terre, créant un effet de serre galopant qui transformera notre planète en un enfer semblable à Vénus. Dans 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son hydrogène et commencera à fusionner l'hélium. Il gonflera en une géante rouge, engloutissant probablement Mercure et Vénus. La Terre pourrait survivre, mais elle sera un rocher stérilisé, calciné par une étoile rouge géante qui remplira la moitié du ciel. Finalement, le Soleil éjectera ses couches externes, créant une nébuleuse planétaire. Son cœur s'effondrera en une naine blanche, un objet de la taille de la Terre, mais contenant la moitié de la masse du Soleil actuel. Cette naine blanche se refroidira lentement pendant des billions d'années, devenant finalement une naine noire, froide et morte. Mais même la mort du Soleil n'est qu'un événement mineur dans l'histoire cosmique. L'univers continuera longtemps après que notre étoile se sera éteinte, et les forces qui façonnent l'univers à grande échelle continueront de jouer leur ballet violent et majestueux à travers les éons. Que signifie toute cette violence pour l'existence de la vie et de la conscience dans l'univers ? C'est une question qui nous amène au cœur du mystère existentiel. L'univers est hostile à la vie. Cette vérité, simple et brutale, est au cœur de toute réflexion sur notre place dans le cosmos. Chaque mètre cube d'espace est traversé par des radiations mortelles. Chaque seconde, des événements cataclysmiques anéantissent des mondes entiers. La vie, telle que nous la connaissons, ne peut exister que dans des niches exceptionnellement protégées, des oasis de stabilité temporaire dans un désert cosmique de chaos et de violence. La zone habitable autour d'une étoile, cette région où l'eau liquide peut exister à la surface d'une planète, n'est qu'un des nombreux critères nécessaires à l'émergence de la vie complexe. Il faut aussi une zone habitable galactique suffisamment loin du centre chaotique de la galaxie pour éviter les radiations mortelles et les rencontres stellaires fréquentes, mais suffisamment proche pour que les éléments lourds nécessaires à la vie soient disponibles. Notre système solaire occupe une position presque miraculeusement favorable. Nous sommes à 26 000 années-lumière du centre galactique, dans une région relativement calme entre deux bras spiraux. Les bras spiraux sont des zones de formation stellaire intense, avec de nombreuses supernovas et une radiation ambiante élevée. Entre les bras, l'environnement est plus stable. De plus, notre système solaire suit une orbite presque circulaire autour du centre galactique, ce qui signifie que nous ne traversons pas les bras spiraux très souvent. Certains systèmes stellaires ont des orbites plus elliptiques qui les font entrer et sortir des bras spiraux régulièrement, les exposant à des dangers accrus. Jupiter joue un rôle crucial dans notre protection. Sa masse énorme, 318 fois celle de la Terre, agit comme un aspirateur cosmique, capturant ou déviant de nombreux astéroïdes et comètes qui autrement pourraient frapper la Terre. Sans Jupiter, le taux d'impact sur notre planète serait peut-être 1000 fois plus élevé. La Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre. Sans elle, l'axe de notre planète pourrait osciller de manière chaotique, causant des variations climatiques extrêmes qui rendraient l'évolution de la vie complexe beaucoup plus difficile. Mars, qui n'a pas de grande lune, a vu son axe varier de 0 à 60 degrés au cours de son histoire, créant des changements climatiques catastrophiques. Le champ magnétique terrestre, généré par le noyau de fer en fusion de notre planète, nous protège du vent solaire. Sans ce bouclier invisible, le vent solaire arracherait progressivement notre atmosphère, comme cela s'est produit sur Mars. La magnétosphère de la Terre dévie la plupart des particules chargées du Soleil, les canalisant vers les pôles où elles créent les aurores boréales et australes. Tous ces facteurs ensemble créent ce qu'on appelle parfois l'équation de la Terre rare. Cette hypothèse suggère que si la vie microbienne pourrait être relativement commune dans l'univers, la vie complexe et intelligente pourrait être extraordinairement rare, nécessitant une convergence improbable de conditions favorables. Le paradoxe de Fermi pose la question sous un autre angle.
Si l'univers est si vaste et si ancien, où sont toutes les civilisations extraterrestres? Nous devrions voir des signes d'activité technologique partout, des mégastructures capturant l'énergie des étoiles, des signaux radio traversant la galaxie, des sondes exploratrices visitant chaque système stellaire. Pourtant, nous ne voyons rien. Le silence cosmique est assourdissant. Plusieurs explications ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. Peut-être que la vie intelligente s'autodétruit systématiquement avant d'atteindre le stade de civilisation interstellaire. Les armes nucléaires, le changement climatique, les pandémies, l'intelligence artificielle incontrôlée, tous ces dangers pourraient représenter des filtres évolutifs que peu de civilisations réussissent à franchir. Peut-être que les civilisations avancées existent, mais restent silencieuses intentionnellement, sachant que révéler leur présence pourrait attirer l'attention de prédateurs cosmiques. Cette hypothèse de la forêt sombre suggère que l'univers est comme une forêt la nuit, où chaque civilisation se cache, craignant que faire du bruit n'attire des chasseurs invisibles. Peut-être que nous sommes effectivement parmi les premiers. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années, mais les premières générations d'étoiles ne contenaient pratiquement pas d'éléments lourds. Il a fallu plusieurs générations stellaires pour enrichir l'univers en carbone, oxygène, azote et autres éléments nécessaires à la vie. La vie complexe a peut-être seulement récemment commencé à devenir possible dans l'histoire cosmique. Ou peut-être que les civilisations avancées transcendent leurs origines biologiques d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Elles pourraient exister sous des formes que nous ne reconnaîtrions pas comme vivantes, opérant à des échelles de temps et d'espace qui les rendent invisibles pour nous. La question de notre solitude cosmique est intimement liée à la question de notre signification. Si nous sommes seuls, ou presque seuls, dans un univers de dimensions incompréhensibles, que signifie notre existence? Sommes-nous un accident cosmique, une fluctuation statistique improbable dans un océan de néant? Ou y a-t-il quelque chose de fondamentalement spécial dans l'émergence de la conscience? Le principe anthropique suggère que l'univers doit être compatible avec la vie consciente qui l'observe, simplement parce que nous sommes là pour l'observer. Si l'univers n'avait pas les propriétés nécessaires à l'émergence de la vie, il n'y aurait personne pour se poser la question. Cette réponse circulaire satisfait certains, mais en frustre d'autres qui cherchent une signification plus profonde. Les constantes fondamentales de la physique semblent réglées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence de la complexité. Si la force gravitationnelle était légèrement plus forte, l'univers se serait effondré sur lui-même avant que les étoiles ne puissent se former. Si elle était légèrement plus faible, la matière ne se serait jamais condensée en galaxies et en étoiles. Si la force nucléaire forte était 1% plus faible, seul l'hydrogène existerait dans l'univers. 1% plus forte, et tout l'hydrogène aurait été converti en hélium lors du Big Bang, ne laissant aucun combustible pour les étoiles à long terme. La constante cosmologique, l'énergie sombre qui accélère l'expansion de l'univers, semble réglée avec une précision encore plus stupéfiante. Si elle était significativement plus grande, elle aurait empêché la formation de toute structure dans l'univers, légèrement plus petite, et l'univers aurait pu se re-effondrer avant que la vie n'ait le temps d'émerger. Ce réglage fin apparent a conduit certains physiciens à proposer l'existence d'un multivers, un ensemble infini ou presque infini d'univers, avec des lois physiques différentes. Dans ce scénario, notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'autres, et il n'est pas surprenant que nous nous trouvions dans un univers compatible avec notre existence, puisque nous ne pourrions exister nulle part ailleurs. Mais cette hypothèse du multivers soulève autant de questions qu'elle en résout. Si d'autres univers existent avec des lois physiques différentes, sont-ils réellement des univers séparés ou simplement des régions différentes d'un cosmos plus vaste? Pouvons-nous jamais tester cette hypothèse de manière scientifique, ou est-elle à jamais au-delà de notre portée expérimentale? L'échelle de temps cosmique ajoute une autre dimension à notre insignifiance. L'humanité moderne existe depuis environ 300 000 ans, la civilisation écrite depuis 5 000 ans, l'ère industrielle depuis 200 ans, l'ère spatiale depuis 65 ans. Ces durées sont moins qu'un battement de cils à l'échelle cosmique. Si tu compressais l'histoire de l'univers en une seule année, avec le Big Bang se produisant à minuit le 1er janvier, le système solaire se formerait début septembre. La vie sur Terre apparaîtrait fin septembre.
Les dinosaures régneraient du 26 au 30 décembre. L'humanité moderne apparaîtrait dans les dernières minutes du 31 décembre. Et toute l'histoire enregistrée tiendrait dans la dernière seconde avant minuit. Mais l'avenir s'étend beaucoup plus loin que le passé. Si l'univers continue d'exister selon nos modèles actuels, nous sommes à l'aube de l'histoire cosmique. Les étoiles continueront de se former pendant encore des trillions d'années. Les dernières étoiles naines rouges brilleront pendant 10 trillions d'années. Les naines blanches se refroidiront pendant des quadrillions d'années. Sur ces échelles de temps vertigineuses, même les structures qui nous semblent éternelles sont éphémères. Les galaxies finiront par éjecter ou absorber toutes leurs étoiles dans environ 100 trillions d'années. Les trous noirs eux-mêmes s'évaporeront par radiation de Hawking dans environ 10 puissance 100 ans. Finalement, dans un avenir si lointain qu'il défie toute compréhension, l'univers pourrait atteindre ce qu'on appelle la mort thermique. Toute l'énergie sera uniformément distribuée. Aucun gradient d'énergie n'existera plus. Aucun travail ne pourra être effectué. L'univers sera froid, sombre et mort, rempli uniquement de particules isolées dérivant à travers l'expansion éternelle de l'espace. À moins que l'énergie sombre ne devienne plus forte avec le temps, auquel cas l'univers pourrait finir dans un Big Rip. L'expansion accélérerait jusqu'à ce que l'espace lui-même soit déchiré. D'abord, les amas de galaxies seraient séparés, puis les galaxies elles-mêmes seraient déchirées, puis les systèmes stellaires, puis les planètes, puis les molécules. Finalement, même les atomes seraient séparés en un instant final de destruction absolue. Ou peut-être que l'univers est cyclique, s'effondrant éventuellement dans un Big Crunch qui donnera naissance à un nouveau Big Bang. Chaque univers donnerait naissance au suivant dans un cycle éternel de création et de destruction. Dans ce scénario, notre univers ne serait qu'un parmi une séquence infinie d'univers. Chacun avec potentiellement des lois physiques légèrement différentes. Ces scénarios eschatologiques cosmiques soulèvent des questions philosophiques profondes. Si l'univers finira inévitablement dans un état de mort totale, quelle signification peut avoir notre existence? Si tout ce que nous construisons, tout ce que nous créons, toute trace de notre civilisation sera effacée, pourquoi faire quoi que ce soit? La réponse existentialiste est que nous créons notre propre signification. L'univers peut être indifférent, mais nous ne le sommes pas. Nous ressentons de la joie, de l'amour, de l'émerveillement. Nous créons de l'art, de la musique, de la littérature. Nous cherchons la vérité et la compréhension. Ces choses ont de la valeur, non pas parce qu'elles sont éternelles, mais précisément parce qu'elles sont éphémères. Carl Sagan a dit que nous sommes une façon pour le cosmos de se connaître lui-même. Dans nos cerveaux, l'univers a développé la capacité de contempler sa propre existence. Les atomes formés dans le cœur des étoiles se sont assemblés en structures suffisamment complexes pour regarder en arrière vers ces étoiles et comprendre d'où ils viennent. Cette émergence de la conscience pourrait être le phénomène le plus extraordinaire de l'univers. La matière inanimée, suivant aveuglément les lois de la physique pendant des milliards d'années, a produit des êtres capables de comprendre ces mêmes lois. C'est peut-être la plus grande énigme de toutes. Comment la conscience émerge-t-elle de la matière? Nous ne le savons pas vraiment. Nous pouvons tracer le développement évolutif du cerveau, cartographier les neurones et leurs connexions, mesurer les signaux électriques et chimiques. Mais le passage de ces processus physiques à l'expérience subjective de la conscience reste un mystère profond. Ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience est la question de savoir pourquoi et comment les processus physiques dans le cerveau donnent naissance à l'expérience qualitative. Pourquoi ne sommes-nous pas simplement des zombies philosophiques, des êtres qui se comportent de manière identique mais sans vie intérieure? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose que cela fait d'être nous? Certains philosophes et scientifiques suggèrent que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, présente à un certain degré dans toute matière. Cette vue panpsychiste propose que même les particules élémentaires possèdent une forme primitive de conscience ou de protoconscience. La conscience complexe que nous expérimentons serait alors une émergence de l'agrégation de ces éléments de conscience plus simples. D'autres pensent que la conscience est un phénomène émergent qui n'apparaît que lorsque la matière atteint un certain niveau de complexité organisationnelle. Dans cette vue, la conscience n'est pas présente dans les composants individuels du cerveau.
mais dans le pattern d'interaction entre ses composants. Quelle que soit sa nature, la conscience semble remarquablement rare dans l'univers. La vaste majorité de la matière existe sous des formes inanimées. Gaz interstellaire, poussière cosmique, roches planétaires, plasma stellaire. Même sur Terre, la planète la plus vivante que nous connaissons, la biomasse totale ne représente qu'une infime fraction de la masse de la planète. Et parmi les êtres vivants, la conscience de soi semble encore plus rare. Seuls quelques animaux passent le test du miroir, reconnaissant leurs propres reflets comme étant eux-mêmes. Les humains sont apparemment les seuls à avoir développé une conscience suffisamment sophistiquée pour contempler l'univers et se poser des questions existentielles sur leur place en son sein. Cette rareté extrême suggère peut-être que la conscience est extrêmement précieuse. Dans un univers dominé par la matière inerte et les processus aveugles, la conscience pourrait être la seule chose qui donne une signification et une valeur à l'existence. Mais cela soulève une responsabilité troublante. Si la conscience est si rare et si précieuse, et si nous sommes potentiellement seuls, ou presque seuls dans l'univers, alors l'avenir de la conscience dans ce coin du cosmos dépend entièrement de nous. Si l'humanité s'autodétruit, il se pourrait qu'aucune autre civilisation n'émerge jamais pour prendre notre place. La fenêtre de temps pendant laquelle la vie complexe peut exister sur Terre est limitée. Dans 1 milliard d'années, le Soleil sera trop chaud. Avant cela, nous devrons soit trouver un moyen de modifier l'orbite terrestre, soit coloniser d'autres mondes. L'horloge tourne, et chaque année que nous passons sans développer les technologies nécessaires au voyage interstellaire est une année de perdu. Mais même si nous réussissons à nous étendre dans le système solaire et au-delà, nous faisons face aux limitations ultimes imposées par la physique. Les distances entre les étoiles sont si vastes que même avec les technologies les plus optimistes imaginables, les voyages interstellaires prendraient des siècles ou des millénaires. La galaxie entière pourrait rester à jamais hors de notre portée pratique. Sommes-nous alors condamnés à rester confinés dans un minuscule volume de l'univers, séparés de toute autre conscience qui pourrait exister ailleurs par des gouffres infranchissables d'espace et de temps? Peut-être. Ou peut-être découvrirons-nous des phénomènes physiques que nous ne comprenons pas encore, qui nous permettront de contourner ces limitations. Les trous de verre, les moteurs à distorsion, les raccourcis à travers des dimensions supérieures. Tous ces concepts restent purement spéculatifs, mais ils ne violent pas nécessairement les lois fondamentales de la physique. Ce qui reste certain, c'est que nous vivons un moment unique dans l'histoire cosmique. Nous sommes la première génération d'humains à comprendre vraiment notre place dans l'univers, à voir des galaxies à des milliards d'années-lumière, à détecter des planètes autour d'autres étoiles, à mesurer l'âge et la taille du cosmos lui-même. Nous vivons à l'aube de la conscience cosmique de l'humanité. Revenons maintenant au début de notre voyage, mais avec un regard transformé par tout ce que nous avons traversé ensemble. La Terre, cette sphère de 12 742 km de diamètre qui nous semblait si vaste au départ, n'est maintenant qu'un grain de poussière dans notre perspective élargie. Mais ce grain de poussière porte quelque chose que nous n'avons trouvé nulle part ailleurs dans toute notre exploration. La certitude absolue de la vie consciente. Nous avons parcouru des échelles qui défient l'imagination. Du système solaire, avec ses distances déjà incompréhensibles, jusqu'aux filaments cosmiques s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Nous avons vu que l'espace n'est pas vide, mais rempli de radiation, de particules, de champs magnétiques et de mystères. Nous avons contemplé des violences qui éclipsent toute catastrophe terrestre, des explosions qui libèrent plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute son existence. Et nous avons découvert quelque chose de profondément troublant. L'univers dans lequel nous vivons est presque entièrement composé de choses que nous ne comprenons pas. La matière ordinaire, celle dont nous sommes faits, celle que nous pouvons voir et toucher, ne représente que 5% du contenu total de l'univers. Le reste est de la matière noire et de l'énergie sombre, des phénomènes dont nous ne connaissons pratiquement rien, sauf leur existence. Cette ignorance n'est pas un échec, c'est une invitation. Chaque question sans réponse est une porte vers de nouvelles découvertes. Chaque mystère résolu en révèle 10 nouveaux. L'univers est un puzzle infini dont nous n'avons assemblé que les premiers morceaux. Considère l'échelle de temps à laquelle nous existons. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années.
La Terre en a 4 milliards 500 millions. La vie sur notre planète existe depuis environ 3 milliards 800 millions d'années. Mais l'humanité moderne, Homo sapiens, n'existe que depuis 300 000 ans. La civilisation écrite depuis 5000 ans. La révolution scientifique a commencé il y a seulement 400 ans. Pendant 99,9% de l'histoire de l'univers, aucun être humain n'existait pour contempler les étoiles et se demander ce qu'elles étaient. Pendant la quasi-totalité de l'histoire de notre propre espèce, nous avons regardé le ciel nocturne sans comprendre ce que nous voyions. Ce n'est que dans le dernier battement de cils cosmique que nous avons commencé à saisir la véritable nature et l'échelle de l'univers. Et pourtant, dans ce bref instant, nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire. Nous avons cartographié l'univers observable. Nous avons mesuré son âge avec une précision remarquable. Nous avons découvert les lois qui gouvernent le mouvement des galaxies et l'évolution des étoiles. Nous avons retracé l'histoire du cosmos depuis les premières fractions de seconde après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes des créatures qui vivent environ 80 ans, composées de particules qui existent depuis le début de l'univers, essayant de comprendre un cosmos qui s'étend sur des milliards d'années-lumière et qui existera pendant des trillions d'années après notre disparition. L'audace même de cette entreprise est stupéfiante. Le télescope spatial James Webb nous envoie des images de galaxies telles qu'elles existaient plus de 13 milliards d'années dans le passé, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Quand nous regardons ces images, nous ne voyons pas simplement de vieux objets, nous voyons littéralement dans le passé. La lumière qui frappe nos détecteurs a voyagé pendant la majeure partie de l'histoire de l'univers pour nous atteindre. Ces galaxies anciennes n'existent plus sous la forme que nous observons. Elles ont évolué, fusionné avec d'autres, peut-être même été détruites. Nous observons des fantômes cosmiques, des échos lumineux d'événements qui se sont produits dans un passé si lointain qu'ils précèdent l'existence de notre propre galaxie. Et voici quelque chose de vertigineux. Au même moment où nous observons ces galaxies lointaines, si des astronomes existaient sur une planète dans l'une d'entre elles et qu'ils pointaient leur télescope vers notre région de l'espace, ils ne verraient pas la Voie lactée. Notre galaxie n'existait pas encore à l'époque dont la lumière les atteint maintenant. Ils verraient là peut-être quelques-uns des amas primitifs de matière qui finiraient par former notre galaxie, mais rien de plus. L'univers n'est pas seulement vaste dans l'espace, il est vaste dans le temps d'une manière qui rend toute communication ou interaction entre régions éloignées effectivement impossible. Nous sommes prisonniers non seulement de notre position dans l'espace, mais aussi de notre moment dans le temps. La vitesse finie de la lumière crée un horizon cosmique que nous ne pourrons jamais franchir. Il y a des galaxies qui existent en ce moment même, quelque part dans l'univers, dont la lumière ne nous atteindra jamais parce que l'expansion accélérée de l'espace les éloigne de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Pour ces galaxies, nous n'existons pas et n'existerons jamais. Nous sommes causalement déconnectés, séparés par un gouffre que même l'éternité ne pourra combler. Cette séparation soulève des questions philosophiques profondes sur la nature même de l'existence. Si un événement se produit dans une région de l'univers qui ne pourra jamais nous affecter, même en principe, même si nous attendions infiniment longtemps, cet événement existe-t-il vraiment pour nous? Fait-il partie de notre univers ou d'un autre? La mécanique quantique ajoute une autre couche d'étrangeté. À l'échelle la plus fondamentale, la réalité semble être probabiliste plutôt que déterministe. Une particule n'a pas de position définie jusqu'à ce qu'elle soit mesurée. Elle existe dans une superposition d'états possibles, une brume de probabilité qui ne se résout en réalité concrète que lors de l'observation. Certaines interprétations de la mécanique quantique suggèrent que l'univers se divise à chaque mesure quantique, créant des branches parallèles dans lesquelles chaque résultat possible se réalise. Dans cette vue des mondes multiples, il existe des versions de toi dans d'innombrables univers parallèles, chacune ayant fait des choix légèrement différents, vivant des vies légèrement différentes. D'autres interprétations suggèrent que la conscience joue un rôle fondamental dans l'effondrement de la fonction d'onde quantique, transformant les possibilités en réalité. Dans cette vue, l'univers ne devient réel que lorsqu'il est observé. Sans observateur conscient, il n'existerait que comme un océan de probabilités non résolues. Ces idées, aussi étranges qu'elles puissent paraître, ne sont pas de la science-fiction.
elles découlent directement de nos meilleures théories scientifiques et sont soutenues par des décennies d'expérience. L'univers à son niveau le plus fondamental est beaucoup plus étrange que ce que notre intuition évolutive nous prépare à comprendre. Nous vivons dans un univers où le temps peut ralentir ou accélérer selon la vitesse à laquelle nous nous déplaçons ou la force du champ gravitationnel dans lequel nous nous trouvons. Un univers où deux particules peuvent être intriquées quantiquement, de sorte que mesurer l'une affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Un univers où l'espace lui-même peut être courbé, étiré et déchiré. Et au centre de tout cela, il y a nous, des êtres faits de carbone et d'eau, vivant sur une planète rocheuse, essayant de comprendre tout cela avec des cerveaux qui ont évolué pour cueillir des fruits et éviter les prédateurs. Le fait que nous ayons réussi à comprendre autant que nous l'avons fait est peut-être le vrai miracle. Nous avons transcendé nos origines biologiques. Nous avons développé des mathématiques qui peuvent décrire la courbure de l'espace-temps. Nous avons construit des instruments qui peuvent détecter des ondes gravitationnelles qui déforment l'espace d'une fraction du diamètre d'un proton. Nous avons créé des modèles qui peuvent prédire l'évolution de l'univers sur des billions d'années. Mais toute cette connaissance nous amène à une confrontation inévitable avec notre propre finitude. Nous sommes mortels. Chacun de nous a peut-être 80 ans, peut-être 100 si nous avons de la chance, pour explorer ce cosmos infini. 80 ans pour lire, pour apprendre, pour comprendre, pour ressentir, pour créer, pour aimer. Et notre espèce elle-même est mortelle. Même si nous survivons aux dangers de notre propre création, les armes nucléaires et le changement climatique, l'intelligence artificielle et les pandémies, nous faisons face à des menaces cosmiques inévitables. Le Soleil finira par mourir. La Voie lactée fusionnera avec Andromède. Les étoiles cesseront de se former. L'univers se dirigera vers sa mort thermique. Toute civilisation, peu importe à quel point elle devient avancée, fait face à ses limites ultimes. Il n'y a pas d'échappatoire à la thermodynamique. Il n'y a pas de contournement à l'entropie. L'univers s'épuise lentement, mais inexorablement, et rien de ce que nous pouvons faire ne changera ce destin final. Alors, que faisons-nous avec cette connaissance ? Comment vivons-nous avec la conscience de notre propre insignifiance cosmique ? Certains trouvent cette perspective déprimante. Ils voient l'immensité de l'univers et la brièveté de la vie humaine et concluent que rien n'a vraiment d'importance. Si l'univers est si vaste et si ancien, et si nous sommes si petits et si éphémères, comment nos vies peuvent-elles avoir un sens ? Mais il y a une autre façon de voir les choses. Précisément parce que nous sommes si petits et si brefs, chaque moment devient infiniment précieux. L'univers a existé pendant près de 14 milliards d'années sans toi, et il existera pendant des trillions d'années après toi. Mais en ce moment, maintenant, tu existes, tu es conscient, tu peux ressentir et penser et t'émerveiller. Cette conscience n'est pas quelque chose de banal, c'est peut-être la chose la plus rare et la plus extraordinaire dans l'univers. Des trillions d'étoiles brillent dans le vide cosmique, obéissant aveuglément aux lois de la physique. Mais toi, tu peux choisir, tu peux créer, tu peux aimer, tu peux contempler l'univers et comprendre ta place en son sein. Dans un univers dominé par l'entropie et la décadence, tu es un îlot temporaire de complexité croissante. Dans un cosmos gouverné par des processus aveugles et sans but, tu es un agent capable d'intention et de signification. Dans un vide infini et indifférent, tu es un point lumineux de conscience et de souci. La fragilité de cette conscience la rend précieuse, non pas sans valeur. Le fait qu'elle finira la rend urgente, non pas futile. Nous n'avons que maintenant ce bref instant cosmique pour explorer et comprendre et créer et aimer. Et c'est suffisant. Carl Sagan a décrit la Terre comme un point bleu pâle, suspendu dans un rayon de soleil. Il a dit que presque tout ce que les humains ont jamais fait s'est produit sur ce point. Toutes les guerres et les conquêtes, tous les rois et les empereurs, tous les artistes et les scientifiques, tous ceux qui ont jamais vécu et sont morts, tout cela s'est passé sur ce minuscule grain de poussière. Cette perspective pourrait nous enseigner l'humilité. Elle pourrait nous faire réaliser à quel point nos divisions sont arbitraires, nos conflits insignifiants dans le grand schéma des choses. Nous sommes tous ensemble sur cette petite planète, voyageant à travers l'immensité de l'espace. C'est notre seule maison,
et nous devons en prendre soin. Mais cette perspective nous enseigne aussi quelque chose d'autre. Elle nous montre à quel point nous sommes spéciaux. Sur ce grain de poussière, dans ce coin obscur d'une galaxie ordinaire parmi des milliards d'autres, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La matière inerte s'est organisée en vie. La vie a évolué en conscience. La conscience a développé la capacité de comprendre l'univers lui-même. Nous sommes, pour autant que nous le sachions, la seule partie de l'univers qui peut se contempler elle-même. Nous sommes les yeux et les oreilles du cosmos. Nous sommes la façon dont l'univers se connaît. Cette responsabilité devrait nous inspirer autant qu'elle nous humilie. Chaque fois que nous faisons une découverte scientifique, nous ajoutons à la somme de conscience de l'univers. Chaque fois que nous créons une œuvre d'art, nous ajoutons de la beauté là où il n'y en avait pas auparavant. Chaque fois que nous ressentons de l'amour ou de la compassion, nous générons quelque chose qui n'existe peut-être nulle part ailleurs dans le cosmos. L'univers est vaste au-delà de toute compréhension. Les forces qui le façonnent sont violentes au-delà de toute imagination. Les mystères qu'il contient sont profonds au-delà de toute résolution facile. Mais au milieu de toute cette immensité et cette violence et ce mystère, il y a toi. Tu n'es pas séparé de l'univers, tu en fais partie. Les atomes de ton corps ont été forgés dans les cœurs des étoiles. Le fer dans ton sang vient d'une supernova qui a explosé il y a des milliards d'années. Le calcium dans tes os était dans les roches primitives qui ont formé la Terre. L'oxygène que tu respires a été libéré par des organismes photosynthétiques sur des millions d'années. Tu es littéralement fait de poussière d'étoiles. Cette expression est devenue un cliché, mais elle reste profondément vraie. Tu n'es pas dans l'univers, tu es l'univers. Une petite partie de lui qui est devenue consciente d'elle-même. Quand tu regardes le ciel nocturne et que tu vois les étoiles, tu ne regardes pas quelque chose de complètement étranger. Tu regardes tes ancêtres cosmiques, les forges où les éléments qui composent ton corps ont été créés. Tu es leur descendant, leur héritage, leur message au futur. Et quand tu regardes une autre personne, tu ne vois pas seulement un autre individu. Tu vois un autre assemblage de poussière d'étoiles qui a atteint la conscience. Tu vois un autre univers regardant en arrière vers toi. Chaque personne est un cosmos à elle seule, un pattern unique de matière et d'énergie qui n'a jamais existé auparavant et qui n'existera jamais plus. La véritable échelle de l'univers n'est pas seulement une question de distance et de taille. C'est aussi une question de complexité et de signification. Oui, nous sommes petits dans l'espace, mais nous sommes immenses en complexité. Un seul cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau d'une complexité stupéfiante. Le nombre de connexions possibles dans un seul cerveau dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Tu es plus complexe que n'importe quelle galaxie. Tu es plus mystérieux que n'importe quel trou noir. Tu es plus précieux que n'importe quelle étoile, car les étoiles ne savent pas qu'elles existent. Mais toi, tu le sais. Cette connaissance vient avec un fardeau. Une fois que tu comprends vraiment ta place dans l'univers, une fois que tu saisis l'immensité de tout cela, tu ne peux plus le désapprendre. Le monde ne sera plus jamais aussi simple qu'il l'était quand tu pensais que l'univers tournait autour de la Terre ou que les étoiles n'étaient que de petites lumières dans le ciel. Mais cette connaissance vient aussi avec un cadeau. Elle te donne une perspective que très peu de générations d'humains ont eue. Tes ancêtres regardaient le même ciel nocturne, mais ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient. Ils ne savaient pas que chaque point de lumière était un soleil, que certains de ces points étaient des galaxies entières contenant des milliards de soleils. Tu vis à un moment unique dans l'histoire cosmique, un moment où l'humanité a finalement compris la véritable nature et l'échelle de l'univers, mais où ce savoir est encore frais et nouveau et rempli d'émerveillement. Dans un siècle ou deux, ces connaissances seront banales, enseignées aux enfants dès leur plus jeune âge. Mais maintenant, en ce moment, nous sommes encore capables d'être stupéfaits par ces révélations. Préserve cet émerveillement. Ne laisse pas la familiarité émousser ton sens du mystère. Chaque fois que tu regardes le ciel nocturne, rappelle-toi que tu regardes en arrière dans le temps, vers des soleils qui sont morts depuis longtemps, vers des galaxies qui ont voyagé des millions ou des milliards d'années pour que leur lumière te parvienne. Rappelle-toi que tu fais partie de quelque chose d'infiniment plus grand que toi-même,
Et pourtant, tu es toi-même infiniment précieux. Rappelle-toi que l'univers a passé près de 14 milliards d'années à créer les conditions nécessaires à ton existence. Et que tu n'as qu'un bref instant pour en faire quelque chose. Que vas-tu faire avec cet instant ? Cette question n'a pas de réponse universelle. Chacun doit trouver sa propre réponse, créer sa propre signification dans un univers qui n'en offre aucune. Mais peut-être que simplement poser la question, simplement être conscient du miracle de ta propre existence, est déjà une réponse suffisante. L'univers s'étend de la Terre aux confins du cosmos observable, sur des milliards d'années-lumière. Mais il s'étend aussi de l'échelle de Planck, la plus petite distance significative, jusqu'aux superstructures cosmiques. Il s'étend du Big Bang jusqu'à la mort thermique. Il s'étend de la simplicité des premières particules jusqu'à la complexité stupéfiante de la conscience. Et toi, tu existes quelque part au milieu de tout cela. Pas au centre, car il n'y a pas de centre, mais pas non plus à la périphérie, car il n'y a pas vraiment de périphérie. Tu existes simplement, ici et maintenant, un pattern temporaire de complexité dans le flux cosmique. Ferme les yeux une dernière fois. Sens ton souffle, le battement de ton cœur. Rappelle-toi que ce souffle contient de l'oxygène créé par des étoiles mourantes. Rappelle-toi que ce battement de cœur est alimenté par de l'énergie qui a commencé son voyage dans le cœur du Soleil il y a des millions d'années. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers lui-même, expérimentant sa propre existence à travers tes yeux. Et c'est peut-être le mystère le plus profond de tous. Non pas la taille de l'univers, mais le fait qu'il puisse produire des êtres capables de le contempler. Non pas la violence cosmique, mais l'émergence de la beauté et de la conscience au milieu du chaos. Non pas notre insignifiance, mais notre capacité à trouver de la signification malgré elle. Dors maintenant, si tu le peux, avec la connaissance que tu as voyagé plus loin ce soir, que la plupart des humains ne le feront jamais. Tu as vu l'univers dans toute sa terrible splendeur. Et demain, quand tu te réveilleras, tu seras toujours sur ce petit point bleu pâle, mais tu le verras avec de nouveaux yeux. Le voyage ne se termine jamais vraiment. Chaque réponse révèle de nouvelles questions. Chaque mystère résolu en dévoile de plus profond. L'univers est un livre infini, et nous n'en avons lu que les premières pages. Mais quelles pages extraordinaires elles ont été.